Bonjour. Allez, on la refait. Bonjour. Bonjour. Allez, ça réveille. Je m'appelle Michel Sasson, je fais de l'innovation. En gros, tout ce qui existe ne m'intéresse pas. Et je fais du conseil et j'enseigne en école d'ingénieur. J'enseigne à l'EPITA, je suis prof d'innovation de l'EPITA, à l'école de guerre économique, enfin, dans plein d'endroits. Et j'ai enseigné à l'école polytechnique, qui était pour moi très très important, ça m'a fait un bien fou. J'étais tellement mauvais en maths que devenir prof à Polytechnique, c'était magique. Je voudrais vous parler aujourd'hui, pas du tout d'IA, mais des humains face à l'IA. Parce que j'entends que des conneries et je ne comprends pas pourquoi. Donc j'ai pris un peu de temps pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les discours étaient aussi bizarres. Quelque chose entre la sidération, le catastrophisme, ça va tout régler. Voilà, des positions extrêmes. C'est quelque chose de nouveau, et en même temps, c'est pas nouveau, ça date des années 40. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, c'est plus de l'IA dès que ça marche. Typiquement, quand les systèmes qui étaient considérés comme étant de l'IA, par exemple l'ABS dans la voiture, qui était de l'IA, ben, dès que ça marche, c'est plus de l'IA. Donc peut-être que l'IA, c'est ce qu'on comprend pas. Mais je voulais m'intéresser aux humains face à l'IA et vous montrer comment eux risquent d'évoluer quand l'IA évolue. C'est parti. Donc les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Pierre Dac, c'est un humoriste français mort. Alors il y a une autre courbe que moi j'aime mieux que la courbe d'acceptation, qui est en gros la bullshit curve. Donc la courbe du bullshit, et en fait c'est la même mais reportée dans le temps. C'est-à-dire qu'on passe par des pics où il y a des promesses, tout d'un coup... ça y est, il y a un truc qui arrive, Deep Blue a gagné contre Kasparov, ça y est, c'est la fin du monde, les machines vont prendre le pouvoir, c'est Terminator qui arrive, c'est fini, c'est même plus la peine d'aller au boulot, lâchez l'affaire. Ah, non, c'est pas complètement fait. Bon, c'est pas grave, ça y est, il y a un humain, la machine a gagné au Go, DeepMind. Ça y est, c'est la fin du monde, c'est fini, lâchez l'affaire. Voilà. Et en fait, ça, c'est à la fois les technoprophètes, les consultants, enfin tous les menteurs disponibles. Mais il y a un truc qui est vrai dans cette histoire, c'est qu'il y a une augmentation de la compétence et du savoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui finissent par, après que les commerciaux aient vendu un truc qui n'existe pas, que les consultants aient réussi à éviter d'avoir un procès, globalement arrive la troisième phase où il y a des mecs qui bossent finalement et qui apprennent et qui font des choses, des ingénieurs, des techniciens, des designers, des sociologues. Il y a tout un groupe de gens qui vont finir par bosser un jour et qui finissent par remplir les choses. C'est une de mes définitions d'ailleurs de l'innovation. C'est un mensonge qui devient une réalité. Et donc c'est un mensonge au moment où c'est dit, mais ça va finir par exister un jour. Et cette courbe-là, elle est plutôt exponentielle dans ce que je suis en train d'en voir en IA, ou du moins, elle va vers de l'exponentiel. On va vers des choses vraiment intéressantes. Alors, si c'est une révolution, on pourrait voir comment on a du mal à comprendre les révolutions. Je vous en propose deux. Une révolution politique, 1789 en France, même si l'image c'est plutôt 1830 à côté. Et puis une révolution des mœurs, les années 60. Donc là on a les années 50 avant et les années 60 après. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. En gros, si on avait dû faire le procès de l'IA qu'on est en train de faire, si on l'avait fait sur le procès de 1789 avant, en 1787, en 1788, ça aurait été incompréhensible. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez l'égalité des gens? Écoutez, moi je suis le marquis machin bidule, et je suis à la fois poète et savant, et je vais être l'égal d'un sans-culotte, d'un cordonnier, d'un traîne savate, d'un porteur d'eau. Ça n'a pas de sens. Comment ça, les droits de l'homme, mais les devoirs, c'est quoi les devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du roi? Où sont les droits de l'homme? Puis avec quel argent vous allez faire ça? Ah, vous allez voler les biens de l'État, les biens du clergé et les biens des nobles. Ah, c'est ça le projet, hein, ça va être bien. Et donc, il y a une espèce de changement de paradigme qui est très difficile à avoir pour les gens avant que ça n'arrive. Pour ça que ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'essayer de voir quelle typologie de lunettes il nous faudrait pour réussir à éviter de dire des bêtises aujourd'hui, ou du moins accompagner ce qu'est en train de faire la technologie. Pour la révolution des mœurs, on a la même chose dans les années 60. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une révolution, notamment une révolution sexuelle, pour les filles, parce que les garçons, ça allait. Hein. Enfin, déjà, voilà, ils y arrivaient tout seuls.
Mais les filles, elles étaient sous la coupe des papas, puis des maris, et puis il fallait les garder à la maison, parce que si jamais elles faisaient un bisou à un garçon, c'était une fille perdue, et tout ça, on ne lui parlerait plus, et compagnie. Donc si on avait, dans les années 50, fait par avance, ce qu'on est en train de faire sur l'IA aujourd'hui, le procès des mœurs des années 60, on a les hippies, là, les flower kids et tout ça, c'eût été totalement incompréhensible. Parce que, enfin, mais c'est la famille qui est la base de la société, c'est la fin du monde si jamais vous touchez à la famille, tout va s'écrouler. De la même façon que tout s'écroulerait si on enlevait le roi et Dieu et tout ça dans le cadre de la Révolution française. Ce qui est intéressant, c'est que les révolutions amènent des contre-révolutions, et que ces contre-révolutions durent dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une pensée française, et elle existe encore, contre-révolutionnaire, qui dit que finalement, 1780, c'était une erreur. Pas simplement la terreur qu'il y a eu derrière, mais même le simple fait d'essayer. Et elle va donner plein de choses, elle va donner notamment le moment de la collaboration française, qui est une pensée contre-révolutionnaire en action, qu'on a vue, outre le fait qu'on avait perdu minablement. Mais globalement, on s'est retrouvé avec des gens qui continuent à penser ça, et qui disent aujourd'hui, qui ne sont pas pétainistes, pas tous, que retour de Dieu ou lutter contre l'égalité, c'est peut-être une solution. C'est peut-être ça l'avenir. De la même façon, on a encore des gens, on a de nouveau des gens, et pas encore, qui disent que c'est un papa, une maman, enfin tout ça, qui est la structure absolument indispensable et qui crée. Donc ce qui est intéressant sur l'IA, c'est que s'il y a révolution, ce que je crois très fort, je vais essayer d'expliquer pourquoi, alors on aura des phénomènes contre-révolutionnaires qu'on n'a pas encore aujourd'hui, parce que la révolution n'est pas encore arrivée, et qui dureront. C'est-à-dire que c'est ce couple-là qui serait intéressant d'essayer d'imaginer. Alors pourquoi est-ce que c'est une révolution? Parce qu'il y a deux éléments. Typiquement, l'Internet, moi j'avais pas dit que c'était une révolution, ou alors je me suis complètement trompé, mais c'est, en termes schumpeteriens, une grappe d'innovation. C'est-à-dire c'est une innovation, et puis une deuxième, et puis 1 million d'innovations avec. Et ça, c'est une vraie révolution, mais sur un champ donné. Et le champ de l'Internet, c'est celui du savoir, c'est celui de la communication, c'est celui de la mise en scène de soi, c'est celui des données personnelles. Mais pas sur tout. Sur beaucoup de choses, mais pas tout. Ce que je dis dans Internet, là, c'est web. Hein. Pour les puristes, sinon je vais me faire déchirer la gueule par un certain nombre de gens. En fait, sur l'IA, il y a une dimension totalement différente, c'est qu'il y a à la fois ce que ça produit, comme le tracteur dans les années 50. La France des années 50 est une France agricole, parce qu'il faut beaucoup de gens pour pouvoir produire des choses. Et puis avec l'arrivée du tracteur, en 10 ans, on passe à une France industrielle, parce que les ouvriers agricoles sont devenus des ouvriers d'usine, parce qu'on n'a plus besoin de personne. Parce qu'un tracteur remplace 40 personnes, et que, hop, on peut changer de cadre. Alors on sent qu'avec l'IA, il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose du changement. Et il y a aussi une claque narcissique, une claque qui dit, ce que tu croyais être, mon gars, tu ne l'es pas. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant et qui nous empêche de penser. Et en fait, c'est ces deux éléments ensemble qu'on essaye de penser, c'est ce couple maudit de « tiens, ça change des choses, mais je ne sais pas lesquelles », et en même temps « tiens, je me mange une claque, mais je ne sais pas laquelle ». Et bien la claque, on peut l'expliquer. En fait, c'est la quatrième. La première qu'on s'est mangée en Occident, c'est Copernic. On n'est pas au centre du monde. La deuxième qu'on s'est mangée, c'était Darwin. On n'est pas au centre du monde, mais on est les mieux du monde. Quand même, les autres, c'est des plantes, des animaux. Nous, on est incroyablement intelligents et totalement différents. Et nous ne faisons pas partie du même règne. Si, tu es dans la biologie, comment te dire. La troisième, on est dans la biologie, puis on n'est pas au centre du monde, mais au moins, ma conscience, moi je sais tout de moi-même, je suis transparent à moi-même. Non, tu as un inconscient, et puis ça fait des choses dans la vraie vie. C'est pas bien. Et alors la quatrième, au moins on est plus intelligent que les machines, les animaux et tout ça. Comment te dire, non, dans la bataille d'intelligence que représente une partie d'échecs, tout d'un coup, Kasparov se fait perdre, on va le dire gentiment, perd contre la machine, il est triste en plus, vous voyez. Et puis les autres sont étonnés, ils font « Oh !» là, tout ça. Et en fait, cette claque-là, on n'est peut-être pas les plus intelligents, elle est passionnante, elle a du sens. Alors il y a des tas de gens qui extrapolent, par exemple nos amis les transhumanistes, qui expliquent que nous, enfin j'espère, les sapiens, on n'est pas la dernière espèce, on n'est pas le dernier moment de l'évolution, il y en a un autre après. Alors soit c'est des hommes augmentés, soit c'est des robots. Mais globalement, on est les avant-derniers dans l'histoire. On va faire un petit détour par la Grèce antique. On est très très grec ce soir, j'adore, quel bonheur.
Et en fait, c'est une des raisons parce que ça structure notre lecture de la technique. Chez les Grecs, il y avait l'oikos. L'oikos, c'est la maison, le domaine, la maisonnée, si vous voulez, la ferme, tout ça. Enfin, c'est l'endroit où on habite et aussi où on produit du raisin, de l'huile d'olive, des porcs, des bœufs, enfin, du blé, tout ça. Et globalement, l'oikos, il y a une force de travail pour pouvoir produire quelque chose. On a des chevaux de trait, des gros bœufs et tout ça, mais on a surtout des esclaves. Parce que l'ensemble de l'économie de l'Antiquité, c'est l'esclavagisme. Mais la maisonnée, l'oikos, qui va donner en français écologie, économie, l'oikos, en fait, ça n'intéresse pas du tout les propriétaires. C'est une façon de gagner de l'argent, c'est pas une façon, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. C'est lourd, c'est brutal, c'est répétitif, c'est ennuyeux. Et en fait, ce sont les femmes des citoyens, qui ne sont pas citoyennes d'ailleurs, ce sont les femmes des citoyens, donc les mamans, la femme du citoyen athénien par exemple, qui gèrent à la fois la famille, les employés et les esclaves. Parce que le citoyen, lui, fait des trucs incroyablement plus intéressants. Lui, il est dans la police, la ville, la cité. Et donc, autant la maison, c'est chiant, autant la police, c'est génial. C'est l'endroit où on fait de la philosophie, où on fait de la science, où on fait de l'éthique, où on parle, où on fait de la justice, où on fait tous les trucs intéressants. Et on fait aussi des arts, on fait du sport, on fait la guerre, on fait de la diplomatie, on fait tous les trucs géniaux. Et en fait, on a continué d'être structuré comme ça intellectuellement. C'est-à-dire dans une opposition entre des trucs physiques un peu lourds et un peu répétitifs, puissants, hein, mais emmerdants, en gros, et des trucs pour nous, créatifs, créateurs, intellectuels, supérieurs, enfin, les gens dans la salle, quoi. Et cette mécanique-là se retrouvée au fur et à mesure. C'est-à-dire que l'esclave est devenu le serf, en poussant un peu le prolétaire, le salarié, le type qui fait du phoning, ou qui emmène les pizzas. Et globalement, cette espèce de force répétitive, brutale et compagnie, typiquement, quand on prend le travail de ces gens-là, quand on enlève des gens des mines, quand on arrête d'avoir des ouvriers agricoles, c'est un progrès, puisqu'on élève le niveau et on les arrache de leurs conditions d'esclaves. Cette idée-là est partagée d'une façon très étonnante, au début du XXe siècle par exemple, à la fois par les libéraux, mais aussi par les marxistes, mais aussi par les anarchistes. Ils sont tous d'accord là-dessus. L'homme est enchaîné. Le progrès, alors que ce soit un progrès social ou technologique, le progrès va arracher l'homme de sa condition d'esclave, pour l'emmener vers des trucs intello et intéressants. Ça, c'est notre façon de voir les choses. Et de l'autre côté, voilà, quel bonheur. Alors, premier problème là-dessus, avec la création de l'informatique, il y a bien des génies qui créent les systèmes, c'est bien cette mécanique-là. On a la police qui crée la technique pour l'oikos, mais typiquement, ça ne s'applique pas à de la force physique, ça s'applique à de la force intellectuelle. Mais rassurez-vous, c'est des trucs emmerdants, répétitifs et tout, que vont faire les ordinateurs. Bon, c'est bon, on reste dans le même modèle, jusque-là tout va bien. Et là, manque de chance, sur le coup suivant, avec l'intelligence artificielle, et justement, ça marche plus comme ça. Là, on ne peut plus s'appuyer sur notre mécanique traditionnelle. Parce que bizarrement, ce vers quoi on va, c'est pas fatalement le fait de remplacer de la force répétitive. On sent bien dans le droit, par exemple, pour l'instant, c'est la proposition, mais on pourrait peut-être aller un tout petit peu plus loin. Et très clairement, on va avoir des choses qui vont un tout petit peu plus loin. Alors, il y a encore des gens qui disent il va y avoir deux populations, les gens super intelligents qui produisent les systèmes, et puis de l'autre côté, globalement, qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui restent, ceux qui faisaient des trucs un peu bébêtes, vous voyez, un truc comme ça. Alors moi, je ne partage pas du tout cette lecture du monde. Je pense qu'elle est fausse pour plein de raisons. Imaginons que vous soyez directeur d'un hôpital, directeur, directrice d'un hôpital, et vous devez investir sur le premier robot. Allez, on y va. On va remplacer ces humains, ça coûte trop cher, ils sont emmerdants et tout. Allez, c'est parti, on le fait. Vous remplacez qui exactement? Vous remplacez les aides-soignantes, les 40 aides-soignantes que vous avez, qui font un travail très dur, qui nettoient les gens, qui sont là, qui font du contact et tout. Et puis, essayez d'imaginer techniquement ce que doit faire le robot pour faire face à toutes les situations, avec surtout des gens vieux, malades, cassés et tout ça. Bonne chance. Et puis, il y a une autre option. Vous pourriez peut-être acheter un robot qui ferait juste chirurgien.
Donc d'un côté, vous avez des aides-soignantes qui coûtent presque rien, et de l'autre côté, vous avez un chirurgien qui coûte très cher. Vous choisissez qui exactement? Et en fait, tout d'un coup, le jeu change. C'est-à-dire que si on doit remplacer quelqu'un, je ne sais pas vers où ça va aller. Est-ce que, comme dit John Le René, c'est l'école blanc? Oui, oui, il y a une bonne chance. Aujourd'hui, le travail, je sais pas, d'un architecte, pendant des années, le travail d'un architecte, c'était de calculer des forces. C'était de se débrouiller pour que l'immeuble ne tombe pas et que le pont tienne avec le moins de matière possible. Il n'y a plus aucun architecte qui fait des calculs de force. C'est fini. J'imagine qu'ils apprennent encore ça à l'école pour savoir comment ça devait marcher dans l'ordinateur. Mais en gros, c'est l'ordinateur qui le fait. Alors, ils font autre chose. Hein. Ils font de l'urbanisme, ils font du design, ils font de la réflexion, ils font plein de trucs super intéressants. Mais le fond du travail est en train de disparaître. Et ça, c'est quelque chose. Le nombre... il y a une espèce d'acceptation aujourd'hui dans la communauté des chirurgiens, dont je parlais tout à l'heure, sur le fait que dans un horizon de 10 ans, il n'y aura plus d'humains qui vont qui vont faire de la chirurgie. Enfin, ça n'a pas de sens. Surtout de la microchirurgie. Pour les questions de est-ce que, je sais pas, les avions pourraient voler tout seuls, bah aujourd'hui, les avions volent tout seuls. On a des humains qui vérifient que les avions font bien le boulot. Mais on en est arrivé là. Enfin, je veux dire, on a déjà dépassé ce stade. Et pour nous, c'est très compliqué de passer quand même cette idée. Donc, une grosse intuition que j'ai, c'est que l'IA ne tuera pas le travail. C'est-à-dire que cette espèce de fantasme totalement délirant de ça y est, on va remplacer, l'IA va remplacer. L'IA ne peut pas tuer le travail pour une raison évidente, c'est qu'il est déjà mort. Et en fait, il est déjà mort il y a 10 ans. Les gens qui sont dans cette salle, certains travaillent encore un peu de temps en temps. Moi, je travaille facilement 3 heures par semaine. Mais globalement, je ne parle pas d'activité. Hein. C'est-à-dire que tout le monde bosse et bosse trop et se fatigue et creve, tout ça. Enfin, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas en train de dire que vous ne faites rien. Je suis juste en train de dire que le travail tel que je le connaissais, quand j'étais petit, c'est un truc qui avait un sens. Il y avait un début, un milieu, une fin. Je savais ce que je faisais. Je pouvais expliquer à un enfant de 5 ans. Il y avait une hiérarchie, il y avait des ordres, ça marchait. Enfin, il y avait une mécanique qui fonctionnait. Et aujourd'hui, ce truc-là a explosé. Et il a explosé en 2 morceaux. Il a explosé d'un côté dans le process, j'en reparle juste après, et l'autre dans le projet. Voilà, aujourd'hui on fait du process et du projet, quel bonheur. Le process, c'est la machine infernale des datas, donc on jette des datas dans des trucs, on remplit des bidules, on reçoit des machins, on fait du reporting, voilà, quelquefois on a la chance de faire des conférences, vous voyez, ça nous fait un peu du baume au cœur, mais globalement, c'est de la merde, je sais pas comment le dire, c'est rien, ou alors on dit ce qu'on va faire, waouh, trop dingue, donc on prépare le process, ou alors on remplit les cases de ce qu'on a dit qu'on allait faire. Putain, mais c'est génial le travail, mais quel bonheur! Avant, ça c'était bon pour les ouvriers, il y avait les autres, ils faisaient des choses. Donc on se dit, bon bah, c'est pas possible, il y a quand même, je sais pas, quand j'étais petit, un boulanger, ça faisait du pain. Bah maintenant, ça fait plus de pain, un boulanger. Un boulanger, ça suit un process. Donc, tu dois mettre tant de grammes de machin, après tu mets tant d'eau, après de telle façon et tout. Avant, j'avais des balayeurs. Les mecs, ils étaient dans la rue, ils balayaient. Puis, de temps en temps, ils se faisaient engueuler. Enfin, un truc normal, quoi, de la vraie vie. Non, c'est fini. Les types, ils ont un certain temps donné pour faire d'une certaine façon. On leur apprend le geste. Je sais pas si vous avez remarqué, les mecs sont super forts. Ils font semblant de pas vous voir. Et avec le Karcher, ils arrêtent juste quand vous passez. Vous n'avez pas les pieds mouillés. Hop, ils reprennent juste derrière. T'as trop fort, les gars. Ils ont été formés, enfin je veux dire, tout ça est carré. Il n'y a plus personne qui fait un truc, plus personne travaille, il n'y a plus personne qui se pose des questions. Pour de vrai, il y en a combien dans la salle qui se sont mis une demi-heure sur un problème en se disant « mais comment je vais faire ?» Non, 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 on bosse bêtement, enfin c'est de l'activité, c'est pas du travail, ça n'a rien à voir. Heureusement, on a le mode projet. Alors, le travail, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas vraiment de sens et tout ça, mais le projet, bon, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, et puis le sens, on va l'inventer au fur et à mesure. Mais le projet du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans le cadre du projet? Bah 99%, c'est on fait du process. Comment on va faire mieux le truc qu'on fait mieux? Ouais! Ça s'appelle le phénomène bureaucratique, hein, si c'était pas assez clair. Donc c'est du n'importe quoi, enfin, ça sent la fin de cycle. Je sais pas si vous voyez bien le truc est en train de mourir de sa belle mort. Et de temps en temps, on a le droit de travailler. En fait, c'est un copain à moi. Alors c'est drôle parce qu'il vient de sortir je le cite ou je le cite? Non, je ne vais pas être méchant, je l'aime bien. Ils viennent de sortir... il est responsable dans un grand cabinet de conseil. Ils viennent de sortir un truc pour expliquer que l'intelligence artificielle allait faire beaucoup d'emplois. Non, je rigole. Si, c'est vrai. Et il n'a pas peur, hein. Enfin, il le raconte très gentiment. Et globalement, c'est lui qui m'a appris ça parce qu'on avait un rendez-vous un soir chez lui. Et il est arrivé, il m'a dit « Est-ce que tu me donnes 5 minutes ?» Ouais. Et je l'ai vu furieusement se jeter sur son ordinateur et travailler. Ok, super. Je fais, mais tu fais quoi? Il fait, ben, je travaille. Je fais, chouette, mais t'as fait quoi toute la journée?
Il fait non, mais toute la journée, j'ai pas pu, j'ai répondu, j'ai fait des mails, j'ai fait machin, j'ai rempli des PowerPoint, enfin des trucs à haute valeur ajoutée. Hein. Et tout ça, et là, je peux enfin travailler. Et en fait, c'est lui qui avait raison. C'était vrai. On bosse pas. On fait autre chose, on fait plein de trucs super intéressants, mais c'est pas du boulot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est mis en process peut être automatisé. C'est-à-dire qu'on aurait voulu paver l'IA d'une rangée de pétales de rose pour qu'on puisse remplacer les humains par des machines, on n'aurait pas fait différemment. Si on se raconte l'histoire, globalement, on a eu les 30 glorieuses, depuis on a les 40, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais moi, mon explication, c'est que c'est l'âge du process. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 trucs qu'on fait système. Du management teinté de libéralisme, de l'informatique, le PC, et le 3e, c'est les normes, c'est-à-dire ISO 9000, CMMI et compagnie. Ces 3 objets ont créé, qui étaient des descriptifs, en gros, les normes décrivaient un état, sont devenus l'état lui-même. De la même façon que le PowerPoint, quand j'étais petit, c'était une aide à la communication, c'est devenu la communication tout seul, et maintenant les mecs bossent parce qu'ils font du PowerPoint. Enfin, ça n'a plus de sens. Enfin, c'est la communication est devenue l'objet. Non, on est censé avoir des actions de temps en temps. Non, c'est en soi. On est dans le performatif brutal. Et donc, cette mise en process du monde et du travail, d'un point de vue de l'IA, ouais, il y a de quoi se poser des questions. C'est ce que Kant appelle la ruse de la raison. C'est tout droit. C'est par là, monsieur l'IA, tu veux remplacer les humains, c'est comme ça qu'il faut faire. Continuons. Je suis content de vous donner plein de bonnes nouvelles et tout. Alors, bon, on a une solution simple, c'est que on est parti pour faire de la productivité. Alors ça, c'est génial, la productivité, c'est quand même un grand projet. Je vous renvoie à la loi de Solow, qui est quand même le paradoxe de Solow, qui est assez marrant. Solow, c'est un faux prix Nobel, parce que les prix Nobel d'économie sont des faux prix Nobel, mais c'est un prix Nobel d'économie quand même, qui a posé une question amusante, qui a dit ok, de la productivité, j'en vois partout, mais en fait, le digital, non, je vois pas ce que je vois bien la promesse, mais je vois pas le résultat en fait en termes de productivité. Alors, on va prendre le cas d'Uber. Ils viennent de commander 14 000 véhicules chez Volvo qui vont équiper de leur propre système. Ça, Uber, c'est cette société américaine qui ne produit rien et qui perd des milliards. Ils sont trop forts, les mecs. Enfin, je veux dire, putain, mais moi, je veux bosser chez Uber. Putain, on peut dépenser du blé comme ça, rien foutre. Putain, mais quel bonheur! Et en fait, ce que fait Uber, c'est une plateforme. Bon, ils ont quand même un système de GPS qui marche pas. C'est quand même pas mal. Enfin, je veux dire, c'est pas rien comme métier. Et ils ont réussi à externaliser tous leurs risques, notamment sur les pauvres. Enfin, c'est quand même, ces mecs-là sont des génies. Et au bout du compte, tout cet argent sert à préparer les voitures autonomes depuis le début. Donc, ils sont en train de proposer à des types de prendre le risque à leur place pour réussir à apprendre des choses pendant qu'ils conduisent et les remplacer à la fin. Putain, mais c'est l'éthique, c'est le bonheur, je vous aime. Enfin, c'est mes copains pour la vie, quoi. Gardons-les. Et donc là, ça y est, c'est parti. Ils viennent de commander leurs 14 000 premiers véhicules pour en faire des véhicules autonomes. On va commencer à jouer à ça. Et ok, ça marche. Et pourquoi ils font ça? Ils le font pour une seule raison. Ils le font parce que il va y avoir une explosion des bénéfices. Hein. Je sais pas si vous voyez, je sais pas, à Paris, ça doit être, je sais pas, 14 € globalement en Uber. Vous faites un petit trajet dans Paris, vous retirez le type à l'avant. Putain, on va se faire des couilles en or, hein, ça a bien marché. Bon, il y aura peut-être un peu de chômage si on remplace tous les mecs qui conduisent, mais on va trouver des solutions. La solution est super simple. Option 1, c'est celle-là. On va avoir des impôts qui vont nous permettre de créer un revenu universel. Moi, je suis pour le revenu universel, c'est une des questions sur lesquelles je travaille, qui me passionne et tout. C'est super, c'est une bonne idée. Bon, on sent que les impôts, c'est pas totalement gagné encore. Hein. Enfin, c'est un peu compliqué avec les grandes entreprises, mais on va y arriver. Enfin, je suis un garçon. Mais il y a peut-être une autre option. Il y en a une deuxième. Là, on va vers une société de l'abondance infinie. Et ça nous fait flipper, les sociétés d'abondance infinie. Pour une raison simple, c'est que l'économie a été inventée, 18e, 19e siècle, sur le fait qu'on n'a pas assez. Le problème, c'est que maintenant, il y a trop. Alors, on ne sait pas quoi faire. On n'a pas de cadre théorique pour pouvoir penser le fait qu'on a, dans tous les marchés, trop. Ça ne marche pas avec la théorie économique qu'on a. On n'a aucune qui fonctionne là-dessus. Alors ça, c'est option 1. Et je vous fais l'option 2, elle est encore plus drôle. Ou alors, il y a de la concurrence parce qu'il n'y aurait pas qu'Uber, je sais pas, Apple, Google, et Smart, Baidu, je sais pas qui, enfin des copains, quoi. Donc il y a une baisse des prix. Donc il y a une baisse des bénéfices. Ce
qui ne coûte plus rien ne vaut plus rien. Moi, je ne paye pas 10 euros pour un truc où eux, ça leur coûte 10 centimes. Ça n'a pas de sens. S'ils ont un monopole, bien sûr, je serais bien obligé. Mais s'il n'y a pas de monopole, même les schumpeteriens sont d'accord, enfin, je suis globalement dans l'innovation, donc schumpeterien, pensent que la baisse tendancielle du taux de profit de Karl Marx fonctionne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a plusieurs personnes, une fois qu'on a fait la même chose et qu'on donne le même truc, on se bat sur les prix. Et à la fin, il n'y a plus de marge. C'est-à-dire que l'économie s'écroule. Enfin, c'est un peu le projet. La seule invention qu'a eu Schumpeter, c'est de dire « Ouais, mais il y a une nouvelle phase économique, c'est trop bien, ça va repartir et tout. » C'est pas sûr, parce que là, si c'est que des ordinateurs qui le font, on n'a jamais pensé à coût zéro. On n'arrive pas. Intellectuellement, c'est impossible pour nous. Là, on est en train de tirer vers ça. Alors, dans le monde physique, non, parce qu'il faut quand même produire la voiture. Mais dans le monde intellectuel, si on part vers le coût zéro, on part vers l'économie zéro. Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on est en fin de cycle, en fin de plein de cycles en même temps. Donc ça sent le nouveau cycle, hein, ça sent la révolution, mais au sens profond, et pas simplement oh là là, mais c'est super, ça va faire plein de trucs. Intellectuellement, c'est très intéressant. Moi, j'ai un algo, j'arrive pas à le démontrer, mais j'en suis certain, c'est que dans un marché saturé, les gains de productivité détruisent plus de valeur qu'ils n'en créent. Ça me paraît une telle évidence, et voilà. Et j'ai plein de copains économistes, on n'y arrive pas là. Hein. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout de cette histoire. Donc une des options, c'est que tout s'écroule, pas au sens de « oh là là, c'est la fin du monde », mais au sens de la mécanique traditionnelle. Moi, je crois au capitalisme, je crois moins au libéralisme économique, pas parce que je pense que c'est une mauvaise idée, mais je pense qu'il est épuisé. Je pense que comme tous les modèles, c'est super, ça marche un moment, et puis après, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de combustible, et donc le truc, pop, 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 ça s'arrête, quoi. En fait, j'ai essayé de trouver une formule, voilà. Et pour moi, on est totalement dans le syndrome Yoda. Alors pourquoi le syndrome Yoda? C'est pour une raison très simple. Si vous regardez les 6 épisodes, les autres n'existant pas évidemment, surtout les 3 premiers, c'est incroyable, il ne fait que des conneries. Mais c'est hallucinant. À chaque fois qu'il fait un truc, c'est une erreur. Je vois pas. Moi, je l'adore. Hein, évidemment, ça a été mon maître intellectuel pendant longtemps. Je le citais et tout. Voilà, n'essaye pas, fais-le et tout. Tout. Je vivais dans Yoda. Et un jour, en le regardant avec ma fille, je commençais à lui expliquer les choses. Je lui expliquais qu'il était en train de faire connerie sur connerie quand même. Il fait de la merde. Je sais pas comment le dire. Et globalement, j'essayais de comprendre pourquoi. C'est bien le plus sage. Il n'y a pas de cas là-dessus. Mais il ne prend que des mauvaises décisions. Toutes les décisions sont nulles, c'est genre, tiens, si on prenait l'armée de clones, on ne sait pas qui est-ce qu'il a commandé, ouais, on l'utilise, ouais, c'est une bonne idée, ouais, ça va le faire. De l'irrésolution, c'est genre, ah non, Anakin, faut pas déconner, non, on va pas le former. Si, c'est moi qui vais le faire, dit Qui-Gon. Bon, bah d'accord, alors. Et des mensonges. Alors ça, c'est ma préférée, il en fait 2-3, mais alors, mon préféré, c'est quand même une discussion entre Maître Windu et Yoda. Maître Windu fait on devrait peut-être leur dire au Sénat qu'on est nul, qu'on voit rien, que les sites on les a pas vus venir et qu'on vous fait de la merde en ce moment. Et l'autre répond non, vas-y, ça va passer, vas-y, c'est bon, vas-y. On leur dit rien, c'est les baltringues, les mecs. C'est pas possible, genre, ça n'a strictement aucun sens. Et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce que je vois arriver chez les décideurs, les politiques, les grands chefs d'entreprise. Finalement, quand ils sont face à un problème qu'ils n'arrivent pas à régler, on tombe dans cette catégorie. Et alors, comment est-ce que quelqu'un de si intelligent peut prendre aussi mal, à part qu'il faut faire une histoire, que sinon R2D2 nous sauve à chaque fois? Eh bien, parce qu'il a une excellente analyse, mais voilà. Mais sur un monde qui a déjà disparu. Et en fait, il est bien en train d'avoir la bonne méthode. La fonction intellectuelle est bonne, cognitive est bonne, mais il parle d'un réel qui n'existe déjà plus, alors qu'il le voit. C'est exactement la position qu'ont eu un certain nombre de nobles. Il y a un certain nombre de nobles qui ont accompagné la Révolution française, dont le frère du roi qui a voté la décapitation, vas-y mon gars, allons-y. Mais il y en a plein qui ont essayé de retenir le système. Et donc ils se posaient des tas de questions du genre, non mais là pour sauver le système, est-ce qu'il vaut mieux prendre Necker ou Turgot? Turgot il est dur, ça peut marcher. Necker il est intelligent, ça peut le faire, mais c'est fini, il n'y a plus de Necker et plus de Turgot. La question c'est plutôt Robespierre ou plutôt Danton. Et voilà, on est en train de parler d'un truc qui n'existe déjà plus. Et cette incapacité à se projeter dans le nouveau paradigme, voilà, je trouvais, c'est pas le syndrome Yoda. Alors qu'est-ce que nous on pourrait faire? Ben parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont intéressées par la question, visiblement. Plutôt des jeunes générations, c'est rassurant. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, on pourrait peut-être commencer à faire des choses. C'est-à-dire ce qu'on appelait travailler avant. C'est-à-dire pas juste remplir des cases.
on peut peut-être s'arrêter un peu et commencer à vouloir quelque chose. Parce qu'il n'y a que deux options. À chaque fois qu'on dit ça, c'est faux d'ailleurs. Non, il y a plein d'options. Je suis désolé. Il y a plusieurs options. Une d'entre elles, ce serait de dire, de regarder passer le train et d'avoir peur et après de dire, bah voilà, c'est comme ça. En gros, est-ce que les GAFA, Baidu et les autres sont en train de préparer des choses? Oui, ils le font. Est-ce que ça va être absolument pour notre bien? Ben, pour une part, oui, puis pour une part, non. Comment te dire? C'est ce qu'on voit. Puisque tous les coups vont être joués, on aura le pire et le meilleur à la fois. Ok, super. Mais finalement, l'intelligence artificielle, c'est des algos. Un algo, ça se copie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de mettre des milliards pour essayer de trouver la solution. Et contrairement aux mainframes d'IBM, les 5 premiers qui allaient faire toute l'informatique de l'univers, une fois qu'on aura compris comment ça marche et ce qui marche comme algo, peut-être qu'il faudra des grosses machines, mais visiblement, c'est plus vraiment le problème. Et donc, nous-mêmes, on pourra jouer à ça. Ça veut dire que c'est pas réservé à ceux qui sont en train de mettre les sous, ils sont peut-être en train d'investir à notre place. Et donc, on peut être content. Voilà, on pourrait déjà prendre cette option et commencer à essayer d'imaginer quelque chose pour ce qu'on pourrait, nous, en faire. Enfin. Ah oui, j'ai juste un souci avec le capitalisme en ce moment, c'est qu'il repose, sa vertu, c'est de prendre un risque. Alors que là, on est dans un capitalisme financier qui, par définition, essaye de ne pas en prendre. C'est un des grippes, c'est un des faits qui fait qu'on rentre dans des systèmes c'est non seulement qu'on est en fin de cycle, mais on a, contrairement à la théorie schumpeterienne, au cycle de Kondratiev et tout ça, on a de plus en plus de choses qui dysfonctionnent à l'intérieur de l'économie mondiale. Et pour moi, l'explication, c'est simplement que la logique, la colonne vertébrale du capitalisme, c'est de prendre des risques, c'est d'avoir des entrepreneurs, c'est qu'il se passe des choses. Si on ne prend plus aucun risque, parce qu'on attend que ce soit validé par les marchés financiers, bah, ça ne peut pas marcher. C'est de faire de l'eau sèche, enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, on pourrait avoir une autre lecture de l'IA que celle de qu'est-ce qu'ils vont nous faire, est-ce qu'ils vont nous voler nos trucs, ou est-ce qu'ils vont nous sauver, ou est-ce que... Hein, on pourrait peut-être avoir une lecture de l'IA simplement en se disant c'est un surcroît de puissance, celle qui arrive. Et la grande question de est-ce que les gens vont travailler ou est-ce qu'ils vont regarder la télé chez eux, il y a des trucs à faire. Hein. Il y en a 2, 3. Hein. On pourrait peut-être vivre bien, nous, les autres, les enfants et tout ça. Enfin, on pourrait peut-être s'y intéresser un peu. On pourrait peut-être gérer le changement climatique parce que là, on n'a pas les moyens de le faire. C'est-à-dire que techniquement, financièrement et tout ça, on ne sait pas faire aujourd'hui. On pourrait peut-être donner de l'eau potable à 9 milliards de personnes. Ça, on ne sait pas le faire non plus. Et puis, on pourrait peut-être commencer à visiter, s'établir sur d'autres planètes. Enfin, toutes ces questions-là, il y a du boulot. Enfin, il y a plein de trucs intéressants à faire dans cet univers. On peut le voir comme une fatalité, ils vont nous voler. Je sais pas, cette idée de remplacement est quand même magique. En ce moment, on ne sait pas si on va être remplacé par les migrants, par les zombies ou par l'IA, mais on sent qu'on ne mérite pas notre place. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, c'est qu'on ne doit pas faire grand-chose au boulot parce que n'importe qui peut venir nous la voler, enfin, même des zombies, donc c'est une catastrophe. Ce que je pense, c'est un truc très simple. Ça veut dire, à un moment donné, il va falloir utiliser cette techno, et donc le plus tôt on fait des conférences, le plus tôt on discute, le plus tôt on travaille, le plus tôt on essaye, le plus tôt on prend des risques, le mieux c'est. C'est aussi bête que ça. Merci. Ah, il y a une question. Et gardez le micro, je vais pousser la voix. Ça va éviter les allers-retours de Thomas. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais une petite question en dehors du biais pédagogique que vous avez pris au début pour séparer l'effort intellectuel de l'effort manuel, puisque en fait, n'importe quel artisan, concepteur sait que c'est en faisant qu'on trouve aussi des solutions, donc ça fait partie du truc. Et puis... comment dire, que du coup, ça résout aussi des problèmes. C'est-à-dire, on peut se poser des problèmes dans l'absolu que la situation concrète va résoudre parce qu'on est obligé de faire avec. Voilà, donc ça c'était pour le premier truc. Je me posais la question de tout ce qui était justement revenu universel et donc du coup de se dire, de séparer en fait, vous l'avez pas dit mais c'est sous-entendu, de séparer en fait le travail de l'activité. Et du coup, comment dire, ayant vu qu'il y a beaucoup d'activités qui est produite par pas mal d'associations, ce qui leur permet d'avoir des stagiaires, machin, etc., de ne pas les payer, d'avoir une force de travail, mais sans les rémunérer,
Du coup, une des questions, c'est est-ce que dans une société de providence, on va dire, ou en tout cas de profusion de moyens sur un certain nombre de choses, en tout cas pour une certaine catégorie de personnes, est-ce que la question ne serait pas, justement par rapport au revenu universel, l'idée de se dire d'avoir d'une certaine façon un quota social à faire, gratuit, parce que ça sert à la société, machin, et que après tout, s'il faut faire bosser des robots pour produire des trucs, et voilà, bah, pas de problème, et puis de l'autre, on conserve la culture, le lien social et tout ce qui va avec, quoi. Alors, je vais répondre, c'est la slide que j'avais retirée. Merci donc. Globalement, le travail aujourd'hui, ce qui était le travail avant, on dirait que ça existerait encore aujourd'hui, est en train de partir en morceaux. C'est pas qu'il est en train de se dissoudre, mais c'est que ce qui était un tout est en train de devenir des parties. Il y avait un contrat de travail, il y avait une activité, il y avait un lien social, il y avait le fait d'avoir une identité professionnelle, il y avait un certain nombre d'objets qui faisaient un tout. Le CDI, par exemple. Le CDI qui est tellement important pour nous, déjà sa logique ne marche plus. C'est-à-dire qu'il est déterminé dans le temps et dans l'espace. Combien d'entre vous travaillent le nombre d'heures où c'est écrit sur leur fiche? Personne. Ce qui était vrai pour des cadres sup et les dirigeants est devenu vrai pour tout le monde, y compris des salariés de base. Tout le monde reçoit des mails le samedi et bien fait, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, le temps ne marche pas. L'espace non plus. IBM, aujourd'hui, les annonces sont n'importe quel pays. Que vous soyez à Melun ou à São Paulo ou à Tokyo, on s'en fiche, en fait. Vous répondez et vous allez bosser de là où vous êtes parce que le collectif n'a pas besoin d'être physiquement au même endroit. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent, notamment au MEDEF, sur la fin du CDI. On va vers ça, enfin, on y va très calmement. Donc, ce qui était un tout pour nous, qui était très rassurant, est en train d'avoir des éléments de nature différente. On a des activités. Le problème, c'est le collectif de travail. C'est le seul truc où on a du mal. C'est-à-dire que quand Mimi et Marcel étaient avec vous et que vous alliez pas bien, ils vous tapaient dans le dos, ils vous disaient « Bon, allez, vas-y, on le fait ». Quand vous êtes sur un travail éclaté et que vous avez des tas de choses à rendre à plein de gens et que vous êtes votre propre entreprise et compagnie, il est où le collectif de travail? Et donc ça, c'est compliqué. Donc il y a de la surface sociale d'un côté. Avant, c'est « Je travaille chez IBM ». Waouh, trop bien. Aujourd'hui, c'est j'ai un label. Je suis prof à un endroit et en même temps je travaille pour un client et en même temps je fais ci, en même temps je fais ça. Donc ce qui était un tout est clairement en train de partir en partie. Est-ce que maintenant on peut rémunérer les gens pour un certain nombre de choses? Moi je pense que c'est une très bonne idée. Je travaille beaucoup plus sur les notions de revenu universel privé déterminé que sur une logique étatique. J'y crois moins, mais peut-être que j'ai tort, parce que ce serait payé par l'impôt et je vois pas comment. Enfin, j'ai pas de mécanique qui fonctionne dans ce système-là. Mais typiquement, j'avais lancé un projet avec des élèves notamment, très simple, qui disait et si les pauvres, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les pauvres, un truc tout bête. Et si juste on arrêtait de leur expliquer la vie et de leur faire des écoles et tout ça, et qu'on leur filait du fric, juste, voilà. Si on cassait toute la chaîne de solidarité, c'est-à-dire tout, on casse toutes les ONG qui travaillent à bien aider les pauvres à aller mieux un jour, et juste on leur file du fric, qu'est-ce qu'ils en font? Et ça, c'est un truc que je tenterais volontiers, vous voyez. Et en termes de productivité, je trouve que ça serait pas débile à tester. Est-ce que ils iraient regarder la télé et boire du coca? Ou est-ce que, comme on croit, ce qui est un peu arrivé dans les 2-3 endroits où on a testé, mais on a très peu de retours, est-ce que ces gens-là se mettraient tout d'un coup à créer des petites entreprises, essayer de changer leur vie, d'améliorer tout ça, de refaire des routes et tout? À voir. Et donc, je crois aux choses locales. Je ne crois pas au fait qu'on change tout par un autre tout. Je crois au fait qu'on pose des choses les unes à côté des autres. Puis après, on va arrêter la punition pour aller prendre un verre et tout. Bonsoir. Vous avez parlé justement du remplacement du travail par les process et les projets. Ouais. Quelle est la place de la créativité justement tout ça, sachant qu'actuellement les IA peuvent reproduire des choses, des œuvres, mais à partir d'un modèle existant ou de plusieurs modèles d'un même artiste. Oui. Mais quelle est la place de la nouvelle créativité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas issu ou qui est issu qu'en partie de ce qui existe? Alors le problème, je vais aller plus loin. Le problème que j'ai, c'est que quel est le métier qui n'a pas été mis en process? Il y a des trucs créatifs. Allez, comme ça, on est sûr. Hein. Par exemple, cuisinier, 3 étoiles. Vous voyez, pas type de base, vraiment le meilleur. Ah bah il y a des gens qui très gentiment ont filmé les types, ont décomposé, et maintenant vous avez un robot qui va sortir normalement cette année, qui va vous faire la meilleure recette de la Terre, un peu comme vous écoutez à la maison, la meilleure interprétation de sa vie de Calas ou de Rostropovitch. On va avoir la même chose, on va avoir le meilleur plat du monde,
toujours le même. Alors, on pourrait même rajouter un peu d'entropie pour que ce soit légèrement différent à chaque fois. Mais globalement, on est capable d'aller vers ça. Donc la question de même la créativité, est-ce qu'elle pourrait ne pas rentrer dans un process? MindGot, c'est pas sûr. Et l'autre, ce qu'ont fait par exemple les pochettes d'albums ou les personnages de manga issus justement d'une IA faible, c'est pas mal, hein, c'est pas ridicule. Donc la question de nous, on est supérieur, créatif, intelligent et tout ça, ouais aussi, mais plus seul. Après, je parle aussi notamment de tout ce qui est R&D, de recherche fondamentale, etc., où il y a peut-être, c'est encore difficile, je pense, de remplacer... Mais moi, je pense pas au remplacement. Enfin, cette théorie du remplacement me paraît juste une crainte. Est-ce qu'il y a des choses qui ont vocation à bouger? Oui, il y a des choses qui ont vocation à bouger, mais on pourrait peut-être en profiter. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à faire. Si les machines vont plus vite que moi pour trouver une solution, je suis fou de joie. Faites-le à ma place. Youhou, c'est parti, quoi. Enfin, faisons-le. Mais la question, c'est pas est-ce que je garde ou est-ce que je lâche. La question, c'est comment est-ce qu'on produit quelque chose. Mais comme le process nous a interdit d'avoir envie de quelque chose, on a du mal il faut désirer. Si j'ai du désir, après on choisira à droite ou à gauche, mais aujourd'hui, si je suis dans le truc de « Ah non, au moins j'ai ce boulot, alors je reste et je bloque et je fais pas caca », enfin c'est bien cette logique-là, je bloque les sphincters, ça peut pas marcher, enfin ça n'a pas de sens. Ok, bah merci pour votre réponse. Je vous en prie. Désolé d'avoir dit des gros mots. On y va. Merci.